Vivre 100 ans, 110, voire 120 ans en bonne santé. Est-ce que ça vous dit? Eh bien, il semble que ce soit possible, à condition, bien sûr, de modifier quelque chose, de modifier le contenu de nos assiettes. Alors est-ce qu'il faut manger végétarien, éliminer certains aliments? Il y a tant de propositions pour nous promettre de ne pas vieillir, voire de rester jeune. Alors avec Philippe Giral et Jérémy Terrien, on va tirer des leçons des recherches scientifiques sur la longévité. Bonjour Philippe. Bonjour Boris. Dites-nous quelque chose. Est-ce que vraiment vous allez nous donner le régime pour vivre longtemps? Je vais vous faire des propositions. Propositions certaines. Propositions qui vont être argumentées par nos invités avec des démonstrations. Jérémy, on parle beaucoup des régimes très pauvres en sucre. Vous êtes chercheur, vous travaillez notamment sur les animaux. Est-ce qu'un régime sans sucre permet à des souris, par exemple, de vivre plus longtemps? Effectivement, un régime gras, ça va avoir des effets très négatifs chez la souris, notamment ça peut la rendre obèse et diabétique, et donc par conséquent, ça va avoir des effets très néfastes sur le vieillissement. Donc non, ça va les faire vivre beaucoup moins longtemps. Donc c'est pas ça la solution miracle pour vivre longtemps. On va retrouver Yinlin, la chef cuisinière de Pums. Et Yinlin, vous avez une promesse. Bonjour Boris, et oui, j'ai une promesse puisque c'est vrai, je pense qu'on peut se l'avouer, on est nombreux à penser que manger bien, c'est manger pas bon. Et pourtant, ce n'est pas antagoniste et je vais vous le prouver aujourd'hui puisque je vous ai concocté un menu sur une journée type que j'ai intitulé Plaisir et longue vie. Bon, je promets qu'on va revenir vous voir, mais pour l'instant, on va savoir ce que nous dit la science. Alors, pour vivre très longtemps, il y a presque un consensus scientifique. Il faut réduire les apports caloriques, et cela même si on n'est pas spécialement obèse, ni même en surpoids. Alors Philippe, cette donnée, elle est vraiment clairement établie, n'est-ce pas? Elle est établie chez les rongeurs en particulier, puisque c'est un chercheur américain en 1935, qui est Clive McKay, Regardez qui a sa commencé photo. à réduire l'alimentation d'un groupe de rats de laboratoire. Et sa surprise, c'est qu'il a constaté que ces rats ont vécu 40% plus longtemps que les animaux témoins nourris normalement. Donc ça, c'est chez des rats. Absolument. Mais en fait, il a reproduit ça chez tout le monde. Et dans les laboratoires, on a trouvé ça chez les souris, chez les araignées, chez les mouches et même chez les vers. Chez les vers de terre. Exactement. Alors Jérémy, vous travaillez notamment sur les animaux, vous êtes chercheur et vous avez testé l'impact de la restriction calorique, donc réduire les calories, chez des animaux un peu plus évolués, chez des primates et précisément chez des primates qu'on appelle les microcèbes. Exactement. Effectivement, ils ont l'avantage de vivre relativement peu longtemps, 8 à 10 ans, ce qui... Regardez, c'est ça, hein, ils ont des beaux yeux Voilà, aussi. exactement, c'est un animal nocturne. Ce qui, pour une étude sur le vieillissement, est plutôt mieux, c'est beaucoup plus court que pour les autres grands primates. Et donc, quand on a appliqué cette restriction calorique alimentaire chez nos animaux, on a remarqué qu'effectivement, ils vivaient 50% plus longtemps. Et ce qu'on a remarqué également, c'est qu'on était capable de retarder l'apparition des pathologies associées au vieillissement, comme par exemple le cancer ou le diabète. Alors regardez, on a dit 50% d'augmentation de l'espérance de vie, c'est 40 à 50%, ce qu'on retrouve dans la littérature. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un microcèbe nourri normalement, qui vit 6 ans en moyenne, hein, ils ne vivent pas très longtemps, c'est ce que vous nous avez dit, si on lui applique cette augmentation de 40 à 50%, eh bien, là on a mis 40%, il va vivre 10 ans. Si on extrapole ça à l'homme, avec une espérance de vie de 80 ans, ça veut dire qu'on pourrait vivre jusqu'à 112 ans. Alors chez l'homme, chez l'humain, on a moins de démonstrations. Vous n'avez pas étudié la restriction calorique de cette manière chez l'humain, mais on a des études chez l'humain et des chercheurs se sont intéressés à l'alimentation des habitants d'Okinawa. Car sur cette île, on a remarqué qu'il y a 4 à 5 fois plus de centenaires qu'ailleurs, Philippe. Qu'est-ce qui explique cela? Ashi Bunme. Hachi, quoi? Alors, on va demander à la régie de le mettre avec la bonne prononciation. Harahachibume. Bon, je comprends pas plus, je ne parle pas japonais. C'est la règle du ventre à 80%. Ça, c'est à Okinawa. C'est écrit comme ça, en effet. Le Alors, attendez, principe- parce que Okinawa, il faut quand même qu'on resitue où c'est.
Hein, on ne parle pas Ça japonais, marche. mais on va quand même voir où ça se situe. Okinawa, c'est ici, sous les archipels du Japon. Cette petite île, c'est tout petit, mais c'est là que vous nous dites qu'on a des informations sur la longévité. Absolument. Les habitants d'Okinawa, ils ont par principe de s'arrêter de manger avant d'être totalement repus. Et en plus, ils ont une alimentation très particulière, riche en légumes, en poissons, et ils boivent du thé. On va regarder l'alimentation d'Okinawa sur cette pyramide alimentaire. Beaucoup de fruits et légumes, des tubercules racinaires verts et jaunes. Ça, c'est quoi? C'est les patates douces. Donc des apports de sucre, de glucides. Il faut de toute façon, dans une alimentation, avoir entre guillemets des féculents, c'est nécessaire. Des céréales et féculents à faible index glycémique. Si vous ne savez pas encore quel index glycémique, je vous renvoie vers la vidéo PUMS qui en parle. Et au-dessus du thé au jasmin. Absolument. En plus, c'est plutôt antioxydant. Il n'y a pas que le thé au jasmin, hein, c'est le thé aussi, le thé vert. Et donc, oui, en effet, et pas du tout d'alcool. Du poisson, des fruits de mer. Et puis là, en rouge, assez peu de viande, d'herbes, d'épices. Peu d'épices, hein. Bah, en fait, ils utilisent des graisses, ils ont des épices, en fait, mais qui est le shiso. Alors venez justement nous montrer les aliments en vrai, parce qu'une pyramide c'est bien, mais les aliments c'est mieux. Voici l'assiette typique Voilà. de l'habitant d'Okinawa. En fait, je ne sais pas comment on dit un habitant d'Okinawa. Je sais pas, moi, un Okinawan. Je sais pas, moi. Un Alors, donc, les patates douces, violettes et oranges. Ça, c'est la courgette amère ou le margos. amer parce qu'elle a un goût amer. Absolument, donc il faut la préparer, il faut la couper, il faut la faire cuire, il faut la faire mijoter aussi. Vous avez goûté? Non. Alors ensuite, on a des feuilles. Ah voilà, moi c'est ça que je préfère, c'est la feuille de shiso. Vous l'avez goûté? Ah oui, j'adore, ça a un goût citronné, un tout petit peu amer. C'est vraiment, voilà, Vous confirmez, Yéline? un petit goût de cumin, c'est vraiment délicieux. Ça Et sent une bon ou pas, Ah oui, ça sent bon, ça se mange comme ça, c'est vraiment très bien. Et c'est spécifique Moi, je sens effectivement rien, au mais Japon. ça doit être meilleur Et quand on va dans les quand on restaurants japonais, il y a du shiso. Et ça, ce sont des algues. Ce sont des algues, en effet. Ici, c'est le thé. Et le poisson, ça peut être de l'anguille fumée, comme ici. Il peut y avoir de l'œuf. Bon, l'œuf, on connaît. Mais ça, c'est quoi? Et ben ça, c'est la patate douce. Il y a deux couleurs. Orange et rouge. Voilà, absolument. Et là, Et ça, un c'est le thé. verre de thé. Bon, à mon avis, ils n'ont pas les petites étiquettes, hein, quand même. Hein. Bon, il est très bon. Donc, l'assiette Okinawa, et ça, c'est bien différent de ce qui se passe dans une assiette américaine. Bah, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Alors, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était très contrastant. Parce que finalement, il y a peu de nourriture et pourtant, c'est plus calorique ici que ici. Donc, on a l'impression de manger plus, alors qu'en fait, on mange Moins de calories. moins. Bon, alors est-ce qu'on va recommander, on va retourner à nos places et interroger Jérémy, est-ce que ce type d'alimentation peut être recommandé? Il y a quelque chose qui est surprenant dans des travaux, c'est ce qui se passe dans le cerveau de ces habitants Effectivement, ouais. d'Okinawa. Chez les habitants d'Okinawa, on soupçonne des effets délétères sur les fonctions cognitives. C'est encore une hypothèse parce que le lien direct avec leur pratique alimentaire n'est pas avéré. Donc une altération des fonctions cognitives, et est-ce que chez l'animal, on a fait des tests pour voir si, quand on faisait une restriction calorique type Okinawa, ça provoquait des anomalies cérébrales? Oui, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, chez le Microceb. On a pratiqué des IRM, de l'imagerie cérébrale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que chez nos Microceb, en restriction calorique, on a une accélération au cours du vieillissement de l'atrophie cérébrale au niveau de la matière grise. Mais par contre, ça semble être compensé par un ralentissement de l'atrophie de la matière blanche dans certaines zones Donc du ça du fait cerveau. peut-être du mal dans certaines zones, mais peut-être beaucoup de bien dans d'autres. Clairement, ces animaux, est-ce qu'ils sont devenus plus bêtes? Eh bien non, on a testé leurs fonctions cognitives, évidemment, et leur comportement. Et en fait, la restriction calorique n'a pas altéré ces deux paramètres-là au cours du vieillissement par rapport aux autres animaux. Donc des données très rassurantes concernant ce régime de restriction calorique. Philippe, alors on parle beaucoup des animaux, on a donné quelques éléments chez l'humain, mais ce sont des études d'observation, hein, ce n'est pas des études expérimentales. On connaît la difficulté d'étudier la longévité humaine, mais il y a quand même des études qui ont été faites sur l'impact de la restriction calorique sur la santé humaine au cours des 20 ou 30 dernières années. Une expérience assez incroyable. C'est en fait la fameuse étude Biosphère 2. Biosphère 2, une étude. Vous savez pourquoi ça s'appelle Biosphère 2, pas Biosphère 1? Parce que c'était la deuxième étude de ce type. Non, parce que Biosphère 1, c'est la Terre, et Biosphère 2, c'est l'étude. On va vous montrer des images, elles sont incroyables. Ah, Des images d'archives de Biosphère,
Ce sont des études incroyables qu'on peut retrouver sur le net. Écoutez, c'était dans les années 90. Des chercheurs ont construit dans le désert d'Arizona une bulle pour reproduire un milieu totalement fermé pour voir si des scientifiques, des humains, pourraient vivre en autarcie. 8 scientifiques ont participé à cette étude. Le but était donc de voir si on arriverait à vivre sans aide extérieure. Et ça ne s'est pas déroulé comme prévu, et c'est là qu'on a pu obtenir des données sur la longévité. En effet, pénurie de nourriture et d'oxygène, d'ailleurs, il faut le savoir. Et l'un des scientifiques a dit, il s'appelle Roy Walford, il a dit, bon, on va essayer de voir cette restriction de nourriture. Et donc, il a en fait un régime avec 30% de calories en moins. Alors, Roy Walford, c'est un des pionniers de la restriction calorique. Il avait déjà écrit des ouvrages sur ce sujet. Il est décédé relativement jeune, mais d'une maladie neurodégénérative. Et on ne peut pas affirmer, même si certains ont voulu le dire, que c'était la restriction calorique qui s'était imposée qui avait provoqué cette maladie. Alors, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. On a quand même déduit de là que la restriction calorique pouvait être utile. Bien sûr, parce que sur 18 mois quand même, ils ont perdu pas mal de poids, mais leur cholestérol a baissé, leur pression a baissé, l'insuline a baissé et les marqueurs de l'inflammation ont diminué. C'est plutôt positif. Tout cela, ça veut dire une meilleure santé métabolique. Exactement. Et donc potentiellement une plus longue vie. Absolument. Alors Jérémy, comment on explique ces résultats finalement assez concordants on mange moins, on améliore beaucoup de paramètres et probablement on peut vivre plus longtemps. Il y a plusieurs hypothèses qui sont en cours d'étude. La première, c'est que la restriction calorique devrait agir sur des processus qui sont associés au vieillissement, par exemple les niveaux de métabolisme et la production de radicaux libres. Alors ça, c'est souvent assez confus dans la tête des personnes qui ne connaissent pas la science, radicaux libres, antioxydants, métabolisme. On a prévu, excusez-moi de la simplicité, c'est assez simpliste ce qu'on a fait, mais pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, voilà, ici, quelqu'un qui mangerait normalement, eh bien, entre guillemets, produirait beaucoup d'énergie et ça produit, cette fumée, ce sont les radicaux libres qui peuvent abîmer l'organisme. Et puis si on mange moins, on donne moins à brûler, là c'est la mitochondrie qui fabrique de l'énergie et on va fabriquer moins de radicaux libres et potentiellement moins de produits toxiques qui favoriseraient les maladies. Encore une fois, pardon pour cette simplicité de l'explication, mais peut-être que ça nous éclaire quand on ne connaît pas ce domaine. Il y a une deuxième hypothèse que vous avancez. Oui, une deuxième hypothèse, c'est que finalement, quand on fait de la restriction calorique, peut-être qu'on rétablit l'apport calorique journalier pour notre espèce, notre animal, et on se rapproche peut-être plutôt de ce qui se passe dans la nature. Donc finalement, nos animaux contrôle, ceux qui ont mangé beaucoup, étaient peut-être surnourris, on pourrait faire l'hypothèse qu'ils ont eu un vieillissement accéléré. Donc finalement, on n'a pas forcément rallongé la vie de nos animaux, mais on se rapproche d'une longévité qui est plus propre intrinsèquement à l'espèce en particulier. Vous voulez dire que si ces animaux mangeaient normalement, ils vivraient naturellement plus longtemps et que c'est parce qu'on leur donne trop à manger dans une vie un peu de surabondance qu'ils vivent moins longtemps. Nos animaux en captivité sont forcément plus nourris que les animaux dans la nature. Et effectivement, ça pourrait avoir un effet négatif sur leur longévité. Donc leur donner un petit peu moins à manger tous les jours remettrait la longévité à son niveau normal finalement. Alors une chose est certaine, que ce soit pour revenir à une alimentation normale ou pour manger moins que normalement, pour vivre plus longtemps, il faut réduire les apports caloriques tous les jours par rapport à ce que nous avons pris l'habitude de consommer. Mais il y a une alternative qui a été proposée, c'est le jeûne. Il y a différentes méthodes et on va en parler avec notre invité. Et on va voir quelle est la méthode qui a le plus de chances de prolonger notre vie en bonne santé. Emmanuel, bonjour. Bonjour Boris. Installez-vous. Vous avez 27 ans, vous êtes journaliste et vous pratiquez le jeûne intermittent. Qu'est-ce qui vous est venu pour en arriver là? Alors en fait, il se trouve que j'étais sujette à des troubles digestifs depuis plusieurs années. Les ballonnements, les crises de foie faisaient partie de mon quotidien. Et régulièrement, après le repas, j'avais besoin de m'allonger parce que j'avais beaucoup de mal à digérer.
Et j'ai entendu parler du jeûne intermittent par mon métier, parce que du coup, je suis journaliste pour une rubrique santé. Donc évidemment, naturellement, vous vous êtes intéressé à Je me suis cela. intéressée, exactement, et j'ai entendu parler des nombreux bénéfices que le jeûne intermittent pouvait promettre à l'organisme. Et j'ai consulté une nutritionniste afin de voir effectivement si le jeûne intermittent pouvait m'aider à aller mieux. Et c'est là que je me suis lancée. Mais vous êtes toute mince, ce n'était pas une question de poids alors, hein. Non, j'ai perdu du poids grâce au jeûne intermittent. Mais c'était À pas le l'époque, but, hein. j'étais pas aussi mince. Alors, comme tout le monde, hein, j'étais bien ravie de pouvoir perdre quelques kilos. Mais c'est vraiment pour essayer de calmer en fait, mes problèmes digestifs que j'ai voulu tester le jeûne. Et puis, il y avait aussi ma curiosité peut-être de journaliste qui a fait que j'ai voulu tester pour voir vraiment les effets sur mon corps. Et donc, je me suis lancée. Et en fait, je ne pensais pas que j'allais l'adopter sur le plus long terme. Mais Parce que là, vous vous dites que c'est peut-être bon pour ma santé. c'est bon pour ma santé, c'est bon pour mon poids, pour mon sommeil, pour ma peau. En fait, Bon, en gros, j'ai vu que maintenant, des bienfaits. vous voyez vivre très longtemps grâce à cela, hein. Ben, j'espère en tout cas. Alors, votre méthode de jeûne intermittent, c'est de sauter un repas et particulièrement le dîner, c'est ça? Tout à fait. En fait, j'ai rien changé à mon alimentation. Donc, je prends un petit déjeuner le matin, un déjeuner vers 13h. Et ensuite, je ne mange plus rien jusqu'au lendemain matin. Alors, ça, c'est l'une des variantes de ce qu'on appelle donc, le jeûne intermittent. Ça consiste à se priver de nourriture par intermittence, hein. Il y a d'autres manières de pratiquer le jeûne intermittent. Dans votre cas, eh bien, on va le voir sur cette horloge, vous jeûnez 16 heures finalement et vous mangez pendant 8 heures. Alors, je ne sais pas si c'est en continu, mais enfin, vous avez 8 heures où vous pouvez manger et 16 heures où vous ne mangez pas, hein. Donc ça, c'est le jeûne 16/8. Alors, il y a d'autres types de jeûnes. Il y a notamment un jeûne où on va manger 5 jours et jeûner 2 jours. Ça, c'est le jeûne 5-2. Et donc, les 2 jours restants, on ne consomme plus que 500 à 600 calories par jour. On le voit ici sur les écrans, sur un calendrier sur 7 jours. Et les 2 jours ne doivent pas être consécutifs, hein. Ça ne doit pas être 2 jours de suite. Alors ensuite, on a un autre jeûne, le jeûne alterné. Ici, on va manger 1 jour sur 2. Et il existe une version un peu moins radicale qui consiste à abaisser sa ration calorique 1 jour sur 2 et à consommer finalement ces jours-là que quelques centaines de calories. Et ce choix s'est fait naturellement. Est-ce que vous avez faim finalement dans cette période? Alors, je vous mentirais si je vous disais que je ressentais jamais la faim. Mais en fait, c'est pas désagréable pour autant. Finalement, avoir faim, c'est une sensation naturelle. Et moi, ça ne m'empêche pas de poursuivre le jeûne. D'autant que je suis plus à l'écoute de mon corps depuis que je le pratique. Et j'ai aussi remarqué que j'appréciais beaucoup mieux les repas depuis que je pratique le jeûne intermittent. Donc le fait d'avoir faim, finalement, c'est peut-être bon pour la santé. Et puis, ce n'est pas forcément désagréable, hein. Tout à fait. Puis, c'est pas tous les soirs. Alors, on est en ligne avec le professeur Éric Ravussin. Éric Ravussin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physiologie à Bâton Rouge, en Louisiane. Et vous êtes un des grands experts de la restriction calorique. Et notamment, vous avez mené l'étude Calorie 2, montrant que restreindre les apports caloriques, lorsqu'on se donne un objectif de réduire de 25% ses apports caloriques, eh bien, ça a de bonnes chances de prolonger la vie en bonne santé. Alors, on a parlé du jeûne intermittent. Est-ce que c'est une bonne alternative selon vous? Alors, je pense que le jeûne intermittent est une bonne alternative parce que, comme vous le savez, c'est très difficile d'imposer une restriction énergétique tous les jours. Notre étude Calorie 2 était une étude où tous les jours, nos participants devaient essayer de diminuer leur apport calorique de 25%. Et à la fin des 2 ans, par des mesures objectives, on a mesuré que la restriction calorique n'était que de 12%, malgré qu'on les ait coachés à apprendre à cuisiner, à diminuer les apports caloriques et tout ça. Donc, je pense que le jeûne intermittent est une bonne stratégie parce qu'il vous permet au moins d'avoir des jours pendant lesquels vous n'avez pas à vous restreindre. Et ensuite, vous faites un effort vraiment pendant les autres jours. Et il y a une autre stratégie qui est aussi ce qu'on appelle le time restricted feeding.
vous réduisez les heures pendant lesquelles vous mangez jusqu'à 8 heures ou même 6 heures pour certaines personnes. Et c'est certainement plus facile que d'avoir une restriction calorique tous les jours. Mais vous avez testé dans une étude la restriction calorique un jour sur deux et vous avez pu confirmer que c'était moins contraignant pour les gens. Moi, il me semblait que ça peut quand même être aussi difficile de se dire un jour je mange pas ou quasiment pas et un jour je mange entre guillemets normalement. Oui, alors c'est une étude qu'on a fait avec des partenaires à Chicago et à notre surprise, il y a eu autant de ce qu'on appelle des drop-outs, c'est-à-dire les gens qui quittent l'étude, qui était de 6 mois, dans le groupe de jeunes alternatifs comparé à la calorie restriction de tous les jours. Alors c'était un peu une surprise, mais quand même, quand on a interviewé les gens, ils s'habituaient à cette alternance d'un jour où on diminue l'apport calorique, par exemple de 500 ou 600 calories par jour, et le jour suivant, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Vous dites tout ce qu'ils veulent, je vous coupe parce que le tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment tout ce qu'on veut. C'est-à-dire là, j'ai une assiette américaine, vous ne le voyez pas ici, je le montre. Et je voudrais quand même poser la question, est-ce que cette assiette américaine, c'est possible le jour où on mange tout ce qu'on veut? Alors oui, c'est clair que les portions, la quantité de calories est très très difficile. Et pour moi, je dis toujours, si on veut résoudre le problème de l'obésité aux États-Unis, il va falloir changer l'environnement parce que le pool génétique était le même en 1980 qu'il est à présent, mais on a une incidence et une prévalence d'obésité qui est dramatique en ce moment. Donc clairement, même les jours où vous dites on mange qu'on veut, c'est quand même avec parcimonie, on fait quand même attention. Voilà, alors il faut faire attention, bien sûr. Mais d'un autre côté, on n'arrive pas, c'est beaucoup plus difficile à manger beaucoup plus de calories. Si vous diminuez, disons, de 700 calories le jour où vous avez une diminution de l'apport calorique, vous n'arrivez en général pas à compenser ça par 700 calories en plus le jour d'après. Alors aux USA où vous travaillez, il y a un autre chercheur, le professeur Walter Longo, qui propose une méthode en se donnant pour ambition de faire vivre les gens, il le dit clairement, au moins 110 ans en bonne santé. Vous le voyez ici sur une image de sa maison d'édition. Il a mis au point, lui, un régime qui est basé d'abord sur une alimentation pesco-végétarienne qui est limitée en protéines. Il dit qu'il faut limiter les apports protéiques tout au long de l'année. Et puis, il ajoute plusieurs fois par an, 2 à 12 fois par an, en fonction de l'état de santé, une diète de 5 jours qu'il appelle le Fasting Mimicking Diet. Alors là, il nous dit que c'est censé imiter l'effet du jeûne complet. Est-ce que cette technique, selon vous, est une technique alternative, intéressante à ce que vous nous proposez suite aux données de vos travaux? Oui, alors bien sûr, il y a un côté sexy pour toutes ces diètes, etc. On a tellement parlé des diètes cétogéniques, basse en protéines, haute en protéines, basse en hydrates de carbone, haute en hydrates de carbone. Je pense que tout le monde essaye de venir avec sa méthode. Une méthode qui appelle aux gens. Alors, c'est clair que disons, de diminuer les protéines, je ne suis pas si sûr, parce qu'il y a un chercheur en Australie qui s'appelle Simpson, qui a nettement montré que n'importe quelle espèce de mammifère mangeait pour un certain nombre de protéines. Et il a montré que l'augmentation de la prévalence d'obésité correspond à une diminution de la prise alimentaire en protéines parce qu'on veut maintenir ce 15 à 16% de protéines alimentaires. Alors, c'est pour ça qu'il y a un débat. Il y a un débat qui n'est pas résolu. Et sur le deuxième aspect qui est de dire on va restreindre beaucoup les apports caloriques 2 à 10 12 fois par an et ça va faire l'équivalent d'une restriction permanente. Ça, vous partagez cette idée ? Oui, disons,
j'ai beaucoup travaillé avec les Indiens Pima et on sait qu'il y a ce thrifty gene. L'espèce humaine a évolué dans son histoire et préhistoire avec des périodes qu'on appelle de fêtes et de famine. Et je pense d'avoir une famine de 5 jours, comme il le décrit dans sa stratégie, et de 2 mois à 12 mois par année, c'est jamais une mauvaise idée. Mais c'est quand même le reste des 320 jours qui est important. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et en effet, on a cette ambivalence entre avoir un comportement alimentaire très restrictif pendant la plupart de l'année, quoi. Et vous, Eric Ravussin, pour terminer, vous pouvez répondre joker, hein. Vous suivez quel type d'alimentation? Alors moi, je fais pas très attention. J'ai toujours fait énormément d'exercices toute ma vie pour manger à peu près tout ce que je veux. Et j'ai maintenu un poids et un indice de masse corporelle en dessous de 25 toute ma vie. Et bon, c'est une discipline, mais disons, je fais de l'exercice d'abord en compétition, mais après, c'était surtout pour maintenir une prise alimentaire qui me plaît. Donc finalement, on peut quand même dire, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec le docteur Giral, que vous évitez les excès. Donc vous êtes en quelque sorte en restriction par rapport à ce que vous feriez si vous ne faisiez pas du tout attention, je pense, hein. Merci beaucoup Eric Ravussin, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien exceptionnel et qui nous permet d'y voir plus clair sur la science dans le domaine de la restriction calorique chez l'humain. Merci beaucoup. Alors Emmanuel, vous mangez pendant 8 heures, vous jeûnez pendant 16 heures. Comment vous tenez depuis 1 an? Parce que même socialement, est-ce que c'est possible de vivre sans manger le soir? Alors complètement, dans le sens où je mène pas le jeûne intermittent de manière rigide. Ah, je vous vois venir. C'est 1 jour sur 2 le jeûne intermittent. Un peu plus que ça quand même. Mais en fait, pour éviter toute frustration, je mène le jeûne intermittent les soirs où je suis à la maison. Et ça m'empêche pas de sortir de temps en temps avec mes amis ou d'être en famille. Et là, évidemment, je dîne quand même le soir. Et je remarque que depuis que je pratique le jeûne, je peux faire des excès ou me faire plaisir un soir au dîner sans pour autant que ça ait un impact sur mon poids ou sur ma digestion. Donc vous autorisez des écarts, mais Bien globalement, je plaisantais, mais l'essentiel du temps, oui. vous pratiquez le jeûne intermittent, hein. De toute façon, il y a peu de personnes qui vont au restaurant tous les soirs ou qui mangent avec des amis tous les soirs. Donc il suffit de le pratiquer les soirs, on est à la maison et puis... Merci beaucoup Emmanuel pour votre témoignage. Chacune et chacun d'entre vous choisira la technique qui lui convient. On a vu que la restriction calorique, c'était la règle d'or pour vivre plus longtemps, que le jeûne intermittent pouvait être une manière de le pratiquer. Alors quand on dit restriction, ça laisse penser qu'on va enlever les plaisirs de la vie. Je vous promets, Emmanuel, vous pouvez rester dans le coin, venez avec moi. On va rejoindre Yinlin qui nous a promis de nous donner des conseils pour une alimentation plaisir avec une restriction calorique. Et ouais, c'est possible, on y va. Venez avec moi Emmanuel. Alors, je vous laisse un instant déguster des yeux ce qu'a fait Yinlin, parce que ce que je vais voir avec Philippe ne vous concerne pas directement. Ça concerne le comportement alimentaire. Philippe, je reviens, promis. Vous avez des conseils d'abord à nous donner pour manger moins sans trop s'en rendre compte. Alors, il faut déjà un tout petit peu comprendre comment ça se passe. La première chose, c'est d'écouter les signes de son corps. Quand on a faim, c'est parce que le taux du sucre dans le sang baisse et que l'estomac est vide. Et vous avez des hormones au niveau du cerveau qui vont déclencher la prise de nourriture. Une fois que vous mangez, il va y avoir 3 types de signaux qui vont être dans votre organisme. D'abord, le plaisir de manger. 2, l'estomac va se distendre. Et 3, le contact des aliments avec l'intestin va créer la sécrétion d'hormones qui vont aller jusqu'au cerveau. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une sensation de remplissage de l'estomac, ça c'est mécanique et ça va venir vite si on mange vite. Et qu'ensuite, il y a le signal qui vient du cerveau. Alors, regardez cette image qui résume ce que vous dites. Très bien d'ailleurs. Ben voilà, là, c'est je mange très vite, je remplis mon estomac, j'ai une sensation de plénitude gastrique, je peux avoir envie de rendre ce que j'ai mangé si je suis allé vraiment trop loin, et je n'ai pas donné le temps à mon cerveau de dire que j'ai amené suffisamment à manger. Et là,
c'est la situation idéale. Vous avez mangé beaucoup moins, finalement, hein, c'est ce que je montre ici. Votre estomac ne s'est pas rempli complètement. Vous vous êtes arrêté plus tôt parce que le signal qui vient du cerveau, eh bien, vous l'avez entendu. Alors, vous nous avez amené des assiettes. Et là encore, je crois qu'il y a un message essentiel à nous donner. Rapidement, parce qu'après, je vais aller voir Yinlin et Emmanuel. Alors, d'abord, je pense qu'il faut vraiment écouter les signaux. Les signaux, ça veut dire on s'arrête de manger quand on est rassasié. Alors, je vous explique quand même, tout à l'heure, on parlait du rarashi bunmei, c'est-à-dire qu'on ne mange que 80% de son assiette. Et on discutait avec Jérémy. Moi, depuis que je suis jeune, ma mère n'arrête pas de me dire « finis ton assiette, finis ton assiette ». Donc, culturellement, de toute façon, on doit finir nos assiettes, alors que le principe, ça serait de ne pas les finir. L'astuce, c'est finir son assiette. Non, mais attendez, là, on a 8 petits pois, là. Eh On ben- a... Viens. On a 8 petits pois. C'est quand même pas... dites pas que vous mangez ça. Ah, et en plus, Je avec te des croirais baguettes. pas, ça, c'est pas possible. Et en plus, avec des baguettes. Comme ça, on met plus de temps. Non, plus sérieusement, donc on peut remplir cette assiette-là. Et ce que vous nous dites, c'est que si on mange là, on va manger moins sans avoir faim. Je dis que tout est bon pour avaler moins de calories. Ça peut être le jeûne, ça peut être les petites assiettes, ou ça peut être un repas gastronomique pour lequel on va effectivement limiter les calories en utilisant les aliments pour qu'ils soient appétissants et rassasiants. Alors Jérémy, je suis pas sûr que chez l'animal, on peut tester une petite assiette versus grande assiette. Est-ce que vous connaissez de votre côté des données scientifiques là-dessus, si ça marche? Non, effectivement, ça paraît difficile de tester ça chez l'animal, mais c'est vrai que remplir une assiette comme ça et la finir, on va avoir le plaisir d'avoir fini son assiette, mais à la fin, on aura ingéré moins de calories. Donc a priori, on peut se dire que ce sera mieux pour nous. À vrai dire, je vais vous dire, hein, vous voyez même ce burger ici et ce burger-là, personnellement, on peut en mettre 2 et ajouter des frites. Alors que si vous le mettez ici, avec un peu de petits pois en plus, eh bien là, vous avez l'impression de manger beaucoup. Alors, on va vous montrer encore une manière de procéder. C'est ce qu'on appelle la règle des 20 ou 25%. Voici quelques plats. Voilà, ici avec une quiche, eh bien, vous allez couper 20 ou 25% et vous n'allez pas manger cette partie-là. Même chose avec viande, petits pois. Vous enlevez 20% que vous ne consommerez pas. Et pareil pour les petits pois. Hein. Les petits pois aussi, il y a des glucides, donc il y a des calories. Et on fait la même chose avec les desserts. Hein. Par exemple, avec le flan ou la tarte tatin. Voilà, on enlève les 20 ou 25%. Bon, bah ça, c'est le harashi bunmei à l'européenne. Alors, qu'est-ce qu'on fait du reste? Vous allez me dire, mais oui, mais je ne peux pas jeter. Eh bien, vous le donnez à votre meilleur ami ou bien vous le consommerez le lendemain. Maintenant, on va aller voir que Yinlin nous a proposé, c'est une toute autre méthode pour manger moins. Oui, alors parce que la méthode petite assiette de dinette, moi, c'est pas tout mon truc. Hein. Moi, je suis plutôt assiette gastronomique. Alors, vous voyez, moi, je préfère dresser dans de grandes assiettes comme ça. Alors, c'est pas pour les remplir à ras-bord, mais c'est plutôt justement pour dresser joliment, pour pouvoir avoir le plaisir des yeux. Et sur une base de restriction calorique, on peut quand même faire un menu gastronomique avec seulement 1600 kilocalories par jour. Alors, on précise bien, hein, le but, c'est pas de proposer un régime amaigrissant, mais de montrer à celles et ceux qui veulent se mettre en restriction calorique pour leur santé, tout en faisant attention à avoir un équilibre alimentaire pour ne pas être carencé, pour leur montrer qu'on peut être à 1500 voire 1600 calories tout en gardant le plaisir des aliments. Alors montrez-nous le petit-déj pour commencer. Alors pour le petit-déj, ici, on a choisi donc un bol de muesli avec du fromage blanc. Alors là, il y a 100 grammes de fromage blanc, il y a environ 50 grammes de muesli, de préférence sans sucre. Après, on a également une petite poignée d'amandes. Bon, il y a environ 10 grammes. Ça, on peut le prendre en collation dans la matinée. Oui, absolument. Vous n'êtes pas obligé de tout manger en même temps. Et ça, c'est une collation santé qui est parfaite. Et puis des kiwis. Bon, ça, on connaît l'intérêt des kiwis pour la vitamine C. Et vous aimez ça, Emmanuel? J'adore ça. Bon, donc le petit-déj, 100%. Jusque-là, je valide. Super. Et alors, vous avez tous vos apports nutritionnels là-dessus. Hein, les vitamines, les fibres, les protéines. Vraiment, c'est très équilibré. Alors, le déjeuner. Alors, pour le déjeuner, la Maison Pim's vous propose aujourd'hui un suprême de volaille, donc cuit basse température hein, pour que ce soit encore bien tendre, et des petites tagliatelles de courgettes. Et pour le plaisir, ah là là, qu'est-ce que je rajoute là? Mais vous avez mis de la crème. Et oui, une petite crème de On champignons. va pas exploser les calories avec Regardez, la crème. en plus, je mets tout là. Des répondeurs à ma question. On va pas exploser les calories. Eh bien non, parce que j'ai bien tout calculé. Là, il y a seulement 25 grammes de crème, donc ça rentre dans mon calcul. J'ai fait mes devoirs. Bon, ça, vous jure, mangez ça à rentre. midi, ça vous dit? Moi, j'adore les courgettes. Donc, Bon, on partagera.
Alors ensuite... Oui, parce que vous voyez que c'est quand même des bonnes portions. Hein. Oui, c'est des bonnes portions. Et si on mettait dans une petite assiette, ça paraîtrait encore plus important. Mais on va garder la beauté du chef, plutôt la beauté de l'assiette de la chef. Alors, le dessert, ça, c'est des fruits. Hein. Oui, un petit dessert tout simple, donc une salade de fruits. Là, on a choisi donc des framboises, des abricots, un petit filet de miel et les framboises, du hein. romarin. Alors, faites attention à la salade de fruits classique, hein, dans laquelle vous allez retrouver souvent des pommes, des poires, des bananes, qui sont quand même des fruits qui sont beaucoup plus caloriques que les abricots ou les autres fruits rouges. Et en plus, qu'on le défaut souvent de baigner dans un sirop plein de sucre. Sirop de glucose fructose aussi parfois, si c'est Ah oui. industriel. Ah oui. Ok, Trop de pour le calories, là. déjeuner. Alors maintenant, on a un dîner, et le dîner est plein de couleurs, il m'attire pas mal. Eh bah oui, parce que pour le dîner, on va sortir le grand jeu quand même, donc en 3 services. Vous m'invitez alors? Mais avec plaisir, je vous ferai exactement ça, il ne faudra pas avoir faim à la fin, mais vous verrez, vous n'aurez pas faim. Alors, on propose ici en entrée, alors c'est un velouté de carottes avec une petite tuile de noisette et vous voyez la texture qu'il a, la couleur qu'il a et c'est quelque chose qui est vraiment très simple à faire, on n'utilise pas de crème pour cette recette. Alors, regardez, je vais vous montrer quand même, hein, parce que le but, c'est que vous puissiez faire ça à la maison. J'ai fait cuire mes carottes ici, dans de l'eau à hauteur, ça veut dire pas trop d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais mixer, je veux mixer toute l'eau avec, puisque vous avez plein de nutriments qui se Il faut diluent pas jeter l'eau. dans l'eau. On Voilà, dit faut souvent pas en jeter l'eau. nutrition. Donc, il faut pas en mettre trop. Limite, ajoutez-en après si vous voulez. Et là, avec un mixeur plongeant, ça va faire un petit peu de bruit, mais on va mixer tout ça. Regardez. On mixe bien et vous voyez la couleur, c'est pas très attrayant là. Mais l'idée, c'est de pouvoir en fait ajouter du crémeux. Alors je vais vous demander un petit coup de main, c'est de m'ajouter en fait de l'huile de Une noisette. petite quantité, vous me dites parce que je risque d'en mettre trop. Allez-y, regardez. Hop, et vous voyez, c'est bon. De l'huile de noisette, ça c'est original. Ça. Et voilà, et vous voyez comme la couleur. Ça sent la noisette, effectivement. Oui, vous connaissez? Oui, je connais. Je cuisine beaucoup avec eux. Et vous voyez comme la couleur s'est transformée. On a tout de suite quelque chose qui est très crémeux, très joli. Et puis ça va donner donc une très bonne Je peux saveur. mettre une petite cuillère, même si c'était pour la... Allez-y. Et pour le croquant d'ailleurs, on ajoute un petit peu Waouh. de noisettes torréfiées par-dessus. Voilà. C'est quelque Moi, je chose sais qui que est Jérémy, très là, simple. depuis tout à l'heure, il voit ça. Très appétissant. Et ça pose aucun problème d'ajouter de l'huile dans un petit peu. Ah oui, parce que dans c'est une- gras, l'huile. Hein. Et c'est un petit peu gras, mais là, en fait, ça va vous permettre aussi d'augmenter la biodisponibilité et l'assimilation des bêta-carotènes que vous avez dans Donc votre carotte. des vitamines, Des des huiles, vitamines, mais de voilà. bonne qualité. Hein, on en parle souvent sur Pums. Et puis un petit peu de fibres, et puis un petit peu de glucides, mais tout ça, c'est autorisé. Hein. Voilà, tout ça, c'est calculé pour que ça rentre. Vous avez après, pour le plat, donc un Tout ça, filet... c'est encore le dîner. Hein. Ah oui, on est toujours dans le dîner. Ah non, mais il y a plein de trucs à manger, là. Vous avez, pour le dîner, donc un filet de cabillaud. Il y a quand même 200 grammes, hein, c'est une bonne portion. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une purée de patates douces. Donc c'est C'est inspiré plus la du- carotte. Hein. Non, c'est plus la carotte. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans hein. le régime Dans le d'Okinawa. régime Okinawa. Absolument. Et par-dessus, je mets une petite chapelure, donc faite avec des herbes, des noisettes et quelques épices douces et des petits pickles. Vous voyez, des pickles d'oignons rouges. C'est l'oignon Ça, rouge. voilà, c'est pour la touche gastro et ça fait seulement 10 kilocalories, Ouais, la c'est petite rien, touche quoi. gastro. Bon, alors le dessert, je vois du chocolat. Je ne cache pas que ça nous a attirés. Mais Emmanuel, c'est le dîner. Ah, donc Et j'ai le pas le droit. dîner n'a pas le droit. Mais donc, vous pourriez manger ça au déjeuner finalement. Tout vous. à fait. Vous pourriez tout manger au Ah, déjeuner. je me prive pas au déjeuner. Je D'accord. supprime rien. Donc elle va tout manger. Mais au déjeuner. Alors cette Alors, mousse au chocolat, comment Pour nous, vous le dessert, avez fait nous, ça on a le droit. Donc, on va se faire plaisir. Alors, c'est important d'apporter du plaisir dans son alimentation. Et là, dans ces petites mousses au chocolat que vous faites maison, donc pas industrielles, vous avez à peine 130 kilocalories. Donc, c'est fait avec seulement un œuf, donc un blanc, juste le blanc d'œuf, donc toutes les protéines et tout, et du chocolat. C'est tout. Je n'ajoute pas de sucre, pas de beurre et pas le jaune d'œuf non plus. Voilà. Donc avec ça, on est dans les 1500-1600 calories. Vous avez préparé des petites étiquettes. Le petit-déj, il est à 375 calories. Le déjeuner, il est à 445 calories. Alors je vais le mettre ici, mais ce ne sont pas uniquement les fruits hein, qui sont à 445. Et le dîner, 520 calories. Et comme Inline, vous m'avez dit que vous avez travaillé vos maths, on va faire la somme. Alors 520 plus 445 plus 375, ça fait
Ben, ça fait moins de 1600 kilocalories, ça Bon, c'est sûr. donc votre défi a été relevé. On est tous convaincus, Philippe, Jérémy, Iline, je ne vais pas besoin de vous convaincre, Emmanuel, moi-même et toute l'équipe qui est derrière, là, qu'on ne voit pas, mais ils font tous comme ça, qu'on peut manger moins de 1600 calories, être en restriction par rapport à ce qu'on mange habituellement, tout en gardant le plaisir. Donc, il ne reste plus qu'à apprendre à cuisiner, passer un petit peu de temps, et vous y arrivez. Bon, si tout cela, c'est encore trop compliqué pour vous pour le moment, vous pouvez de toute façon appliquer les règles qu'on vous a données pour restreindre vos apports caloriques. En pratique, ça sera déjà excellent. On peut juste essayer de manger un petit peu moins et c'est déjà très bien. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous conseille d'ailleurs de voir nos autres émissions. N'hésitez pas à les liker, les partager, les commenter et faites-nous signe sur les réseaux sociaux. On est partout. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur TikTok. Un seul mot, PUMS, pour une meilleure santé. Parce que l'info santé n'est pas une info comme les autres.